comment pourriez-vous commenter les résultats du sommet de l'Union européenne qui s'est tenu à Bruxelles le 26 juin? La réunion du Conseil européen qui s'est tenue le 26 juin confirme que l'Union européenne, malgré toutes les conséquences économiques et politiques intérieures que cela implique, persiste dans sa voie autodestructrice. Ils appellent cela une politique contre la Russie, mais en réalité ils s'autodétruisent. La déclaration prévue sur l'Ukraine n'a pas obtenu de consensus à cause des divisions internes au sein de l'Union européenne. Elle n'a été approuvée que par 26 États membres. Pour les mêmes raisons, le nouveau paquet de sanctions anti-russes annoncé en grande pompe par la Commission européenne n'a pas été adopté. Pourtant, la majorité au sein de l'Union européenne continue de prôner avec arrogance l'alimentation de la guerre en envoyant toujours plus d'armes au régime de Kiev. Dans ce contexte, les appels de l'Union européenne à la Russie à faire preuve de volonté politique pour mettre fin à la guerre sonnent de manière ouvertement mensongère et absurde. Il est impossible de distribuer des armes sans aucun engagement contractuel, d'adopter de telles décisions devant les caméras, tout en appelant simultanément à la paix ou faire preuve de volonté politique pour mettre fin à la guerre. Ce sont eux qui ont prolongé ce bain de sang. D'un côté, l'hystérie autour de la menace russe sert de prétexte à une militarisation accélérée de l'Union européenne au détriment du développement socio-économique des pays membres. De l'autre, cela devient un aveu. On ne peut pas gaver ses propres électeurs de telles absurdités. On passe sous silence que la ligne imposée par le parti de la guerre, à l'intérieur de l'Union européenne, consistant à financer la défense par des emprunts massifs, pèsera lourdement sur les générations futures d'Europe occidentale. La volonté affirmée dans les conclusions du Conseil européen de renforcer le potentiel de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord montre que l'Union européenne devient définitivement une structure sans autonomie, au service des intérêts de certains cercles politiques et des industries militaires. Où sont l'économie, la sphère humanitaire, l'idée même de «union» s'ils ne servent qu'un bloc? Ils devraient changer leur nom d'Union européenne en bloc européen, car ils ne sont plus vraiment une union mais un bloc otanien, comme ils l'ont eux-mêmes formulé. Cette réunion a montré l'état réel de l'Union européenne. Ce qu'ils disent, ce que disent les médias, et ce qu'ils montrent au monde, voilà ce à quoi les élites libérales et mondialistes les ont conduits. Je peux en donner la preuve. Unité, dont se vantaient ceux qui avaient intégré les pays sur une plateforme économique et humanitaire en Europe n'existe plus. En réalité, ce n'est pas de l'unité, c'est un système administratif et autoritaire auquel certains refusent désormais de se soumettre. Pour maintenir l'apparence des unités, on use de pression, d'intimidation, d'arbitraire judiciaire contre les forces politiques dissidentes, de chantage. On effraie la population, on instaure une censure totale, tout cela pour garder l'apparence de solidarité et alimenter la russophobie. Ayant jeté toutes leurs ressources dans la confrontation avec la Russie, Bruxelles agit par défaut sur les autres fronts de politique étrangère. Cela se traduit par une confusion sur les grands dossiers internationaux. L'absence de position claire, parfois même un manque total de colonne vertébrale, est devenue la marque de fabrique de la diplomatie européenne. Ainsi, dans les conclusions du Conseil européen, on a complètement ignoré les causes réelles de l'escalade armée au Proche-Orient. Les formules adoptées ont de nouveau montré l'incapacité de l'Union européenne à s'accorder sur une position sensée dans la région, ce qui est pourtant essentiel si elle veut jouer un rôle significatif sur la scène internationale. Concernant l'économie, les industries énergivores sont à la limite de la survie, voire déjà au-delà. Leur compétitivité est en chute libre. Les expériences obstinément imposées par la Commission européenne en matière d'énergie laissent perplexes les experts et rebutent les pays membres, car elles les poussent au bord du gouffre. On en est au point où la militarisation de l'économie par l'endettement massif pour le complexe militaro-industriel est présentée par Bruxelles comme la solution miracle aux problèmes financiers et économiques. Ces mêmes gens critiquaient pour moins que ça des pays extérieurs à l'Union européenne, ils rendaient des rapports à ce sujet. Qu'ils se critiquent eux-mêmes maintenant, mais ils ne le feront pas. Dans ce contexte, les termes de droits de l'homme, démocratie, lutte contre la discrimination des minorités nationales, liberté d'expression ont disparu de leur vocabulaire. Ils ne voient aucun problème sur ces sujets en Ukraine, en Moldavie. Pourquoi cela les concernerait-il? Parce qu'ils parrainent ces pays. Bruxelles est prêt à fermer les yeux sur tout ce qui entrave non pas la démocratie, mais leurs propres objectifs géopolitiques et géostratégiques. Des informations ont circulé sur la fermeture d'écoles russophones en Azerbaïdjan.
Avez-vous des précisions à ce sujet et quelle sera la réaction de la Russie? Nous avons vu des informations sur certains médias affirmant qu'il serait prévu de fermer des écoles russophones en Azerbaïdjan. Face à l'afflux immédiat de questions, le ministère de l'Éducation d'Azerbaïdjan a démenti cette rumeur. Nous suivons la situation de près et restons en contact permanent avec la partie azerbaïdjanaise. Je pense qu'il était très opportun de la part de nos collègues d'Azerbaïdjan de démentir cette provocation, car il ne s'agit pas simplement d'une question théorique ou politique, mais du sort concret de personnes bien réelles. Nous continuerons de coordonner nos actions avec eux pour minimiser les effets de ce genre de fausses informations. Il faut dire aussi que ce genre de contexte attire toujours des gens prêts à semer le trouble. Il vaut mieux clarifier la situation pour éviter que des acteurs mal intentionnés ne tirent profit de cette confusion. Nous avons reçu un grand nombre de questions, émanant aussi bien de structures, d'organismes publics que de citoyens. Malheureusement, il se trouve toujours des aventuriers des médias pour se livrer à de telles provocations. Il est apparu des informations selon lesquelles le directeur d'une entreprise du groupe Lukoil en Oural, Ahmed Gadjiev, aurait été arrêté. Comment commentez-vous cela? Cela relève du même type d'intox. J'ai vu cette information sur certains sites azerbaïdjanais. Nos propres médias ont immédiatement repris cette fausse nouvelle. D'après ce que je comprends, il n'existe même pas un tel bureau de Lukoil dans cette région, encore moins un poste de ce type avec une personne nommée. C'est un faux classique. Le maire d'Odessa, Gennady Troukhanov, a déclaré qu'Odessa n'est pas une ville russe et n'a jamais appartenu à la Russie. Quelle est la réaction du ministère des Affaires étrangères et quel est l'impact de telles déclarations sur les habitants russophones d'Odessa, qui représentent une part importante de la population? On pourrait dire que ce genre de déclaration devrait relever des autorités judiciaires ukrainiennes, mais malheureusement, le droit a disparu dans ce pays. Ce sont des propos qui attisent la haine interethnique, et c'est d'ailleurs ce que le régime de Kiev fait quotidiennement. D'un autre côté, ce genre de propos relève aussi du domaine médical, car renier ceux qui ont fondé cette ville, vouloir analyser leur ADN ou mesurer leur contribution malgré l'engagement de leur âme et de leur cœur, cela tient du délire et de l'anomalie mentale. Que peut-on attendre de gens qui ont détruit, soutenu, approuvé ou au moins laissé faire la destruction du monument à Catherine II, fondatrice de la ville, et effacer toute mention de ses compagnons? Dans le cadre de la campagne de dérussification, ou plutôt de pogrom russophobe, ce monument a été déboulonné en décembre 2022. Il avait survécu à bien des épreuves, mais pas à ceux qui prétendaient défendre l'identité historique de la ville alors qu'ils se livraient à du vandalisme historique. C'est du vandalisme historique, du néonazisme pur, un non-sens absolu. Le plus absurde est que Gennady Troukhanov prononce cette phrase en russe. Je me demande comment l'ombudsman chargé de la langue va réagir. Va-t-il infliger une amende au maire d'Odessa pour avoir utilisé le russe? Difficile de dire s'il s'agit d'ignorance historique ou de pur délire russophobe. Catherine II était impératrice de Russie et c'est elle qui a fondé Odessa. Si quelqu'un lui avait dit le contraire, elle ne se serait pas contentée de rire, elle aurait agi. C'est un mépris envers les habitants eux-mêmes, à qui l'on tente d'imposer une pseudo-histoire de leur ville. Odessa est une ville unique, avec un code culturel particulier, un héritage mêlant de nombreuses nationalités, ethnies, nations et confessions. Russes, juifs, français, grecs, ukrainiens et bien d'autres y ont contribué, coexistant pacifiquement en parlant russe. Effacer de l'histoire un de ces peuples, c'est humilier la ville et ses habitants, et leur voler leur identité. Ils s'en sont aussi pris au monument de Pouchkine. Ils y songent déjà. Ce monument a été érigé grâce aux habitants eux-mêmes. Qui le régime de Kiev volera-t-il encore? Qui humiliera-t-il? Le peuple, comme l'a dit Anatoly Wasserman, natif d'Odessa et député à la Douma. Si les monuments vous gênent, si la langue vous gêne, si l'histoire vous gêne, si les noms des villes et des rues vous gênent, c'est que vous bâtissez votre État sur un territoire qui n'est pas le vôtre. On ne saurait mieux dire. Comment le ministère des Affaires étrangères de Russie évalue-t-il l'intention de l'Estonie d'accueillir des avions de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord capables de transporter des armes nucléaires? De telles déclarations s'inscrivent pleinement dans la ligne de la politique destructrice des pays les plus fanatiques de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord en Europe, y compris le régime estonien. Cette politique hostile vise invariablement à exacerber la confrontation avec la Russie. Ils ont besoin d'attiser sans cesse la situation et de s'adonner à la confrontation. Ils ne cachent ni leur haine ni leur agressivité. Pour nous, cela serait devenu une routine depuis longtemps,
mais il existe différents degrés de menace, surtout maintenant qu'ils en viennent à la problématique nucléaire. Il s'agit en fait d'une des manifestations de la ligne délibérée du bloc atlantique visant à poursuivre le développement de la pratique profondément déstabilisatrice des missions nucléaires conjointes, fondée sur le déploiement avancé des armes nucléaires américaines en Europe. Dernièrement, les signes se multiplient que l'organisation du traité de l'Atlantique Nord vise à étendre considérablement tant les schémas de cette pratique que la géographie de la présence nucléaire des États-Unis sur le territoire des pays européens. À cet égard, on peut citer la décision de Londres de réinstaller les bombes nucléaires américaines sur le sol britannique et d'acheter des moyens aériens pour leur éventuel acheminement vers des cibles. Des cibles situées, bien entendu, sur le territoire de la Fédération de Russie et de ses alliés. C'est un autre élément de la politique extrêmement hostile et risquée de l'Occident qui mène à une montée des tensions, à un accroissement des risques stratégiques et à un relèvement du niveau de danger nucléaire. Afin de contenir ces menaces, la Russie tient compte des actions mentionnées des pays de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord dans la construction et la planification de sa défense. Le 17e sommet du BRIC se tiendra à Rio de Janeiro du 6 au 7 juillet. Le thème du sommet est renforcer la coopération mondiale des pays du Sud dans l'intérêt d'une gouvernance inclusive et durable. La Chine et la Russie, en tant que pays fondateurs du BRIC, jouent un rôle clé dans le développement de ce mécanisme depuis sa création. Comment évaluez-vous leur contribution à la transformation du BRIC en une plateforme de coopération plus représentative et influente pour les pays du Sud global? La Russie et la Chine ont été à l'origine du BRIC. Nos efforts communs avec nos amis chinois ont été une contribution importante au développement de l'association, à la création de conditions favorables à une croissance économique progressive et durable de tous les États du BRIC, à la formation d'un ordre mondial multipolaire plus juste et équilibré qui réponde aux besoins de tous les pays et peuples sans exception. En ce qui concerne l'élargissement futur de la coopération au sein de l'association, nos pays partagent la même vision. Nous sommes déterminés à travailler en collaboration avec Pékin pour renforcer l'autorité de l'association en tant que l'un des mécanismes centraux de la gouvernance mondiale. Parmi les principales tâches, nous voyons le renforcement du rôle des États en développement et des pays aux économies émergentes dans les institutions multilatérales. Le président des États-Unis Donald Trump a signé lundi un décret abrogeant le régime de sanctions contre la Syrie à partir du 1er juillet de cette année. Toutefois, les sanctions personnelles visant l'ancien président Bachar al-Assad, son entourage proche et les membres de sa famille restent en vigueur. Le décret publié par la Maison-Blanche précise par ailleurs que le département d'État des États-Unis doit non seulement réexaminer le statut de la Syrie en tant qu'État sponsor du terrorisme, mais aussi étudier les possibilités aux Nations Unies d'alléger les sanctions afin de soutenir la stabilité et la paix en Syrie. Cette levée des sanctions vise-t-elle réellement à garantir la sécurité régionale et la prospérité, comme cela est affirmé, ou poursuit-elle un autre objectif? Quelle est l'évaluation par la Russie des véritables intentions qui se cachent derrière cette démarche des États-Unis? Il me semble que cette question devrait être adressée aux États-Unis. C'est leur décision, qu'ils expliquent eux-mêmes la sincérité de leurs intentions. Vous connaissez notre position à l'égard des sanctions, y compris contre la Syrie. Elle a été exprimée à de nombreuses reprises, notamment lors des points de presse. Ce qui est le plus surprenant, c'est que ces sanctions n'ont pas été levées lors de situations de crise, comme la pandémie ou le tremblement de terre dévastateur qui a été une tragédie non seulement pour la Syrie, mais aussi pour d'autres pays de la région. À ces moments-là, il fallait aider le peuple syrien. Je comprends que cela se passait sous d'autres gouvernements, d'autres administrations. Mais les personnes sont les mêmes. Quand les gens avaient besoin d'aide, de médicaments, de moyens, les sanctions n'ont fait que se durcir. Voilà ce qui en dit long sur les véritables intentions. La Russie, pour sa part, a toujours exprimé de façon cohérente sa position sur le plan du droit international et a prouvé par ses actes que les sanctions illégitimes imposées ne constituent pas pour nous un obstacle qui nous empêcherait de nous développer nous-mêmes ou d'aider ceux qui ont besoin d'aide et qui souffrent de l'arbitraire occidental. Le Dalai Lama XIV a déclaré son intention de prononcer un discours sur la question de la réincarnation à l'occasion de son anniversaire, le 6 juillet. La partie chinoise considère invariablement que le Dalai Lama XIV est un exilé politique qui mène des activités séparatistes anti-chinoises sous le couvert de la religion et qu'il n'a aucun droit de représenter le peuple du Xinjiang. Quelle est la position de la Russie face aux tentatives du Dalai Lama de diviser la Chine et de porter atteinte à la stabilité du Xinjiang en utilisant la réincarnation? La Russie soutient-elle la position souveraine de la Chine sur les questions concernant le Xinjiang? Je ne me concentrerai pas tant sur la personne du Dalai Lama que sur notre approche de principe qui concerne l'unité de l'État et l'intégrité territoriale.
Ce principe est fondamental, y compris dans les relations entre la Russie et la Chine. Le soutien mutuel constitue l'un des éléments clés de nos relations bilatérales. À ce sujet, des formulations précises figurent dans le traité de bon voisinage, d'amitié et de coopération du 16 juillet 2001 qui sert de base à nos liens interétatiques. Moscou et Pékin ont clairement défini les paramètres dont vous parlez et n'autorisent aucune activité sur leur territoire pouvant nuire à la souveraineté et à la sécurité de l'autre. Cette compréhension mutuelle a de nouveau été confirmée dans la déclaration conjointe adoptée par les dirigeants des deux pays le 8 mai de cette année à Moscou à l'issue des négociations entre le président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine et le président de la République populaire de Chine Xi Jinping. Cette approche est la garantie d'un développement durable du partenariat global et de l'interaction stratégique russo-chinois à long terme, ce qui répond pleinement aux intérêts fondamentaux des peuples de nos pays dans toute leur diversité régionale et ethnique. Les responsables ukrainiens, dans des conversations privées avec des dirigeants occidentaux, appellent de plus en plus à un cessez-le-feu, rapporte le Financial Times. Selon ce journal, un sentiment de désespoir plane sur l'Ukraine. Quels outils le ministère des Affaires étrangères de la Russie possède-t-il pour rapprocher les négociations? Et qui, en Europe, pourrait influencer Vladimir Zelensky afin qu'il passe de la confrontation à de réelles négociations? La Russie a deux alliés, l'armée et la marine. Bien sûr, ce n'est pas la liste complète de ce que nous avons, notamment avec le développement de la science et de la technologie. Ces alliés rapprochent le processus de négociation comme nul autre, mais uniquement dans le format qui nous convient. J'en ai parlé aujourd'hui. Le processus de négociation n'est pas quelque chose de détaché de la réalité. Il est directement lié à la situation sur le terrain, à la réalisation des objectifs et des tâches qui ont été définis. C'est pourquoi les outils utilisés sont appropriés. Il ne faut pas séparer la position du ministère des Affaires étrangères de celle de tout le pays. Nous avons nos propres outils, la conduite de négociation, les efforts politico-diplomatiques. Mais en tant que ministère, aux côtés de notre appareil d'État, sous la direction du président de la Russie, nous accomplissons les objectifs et les tâches fixées dans ce domaine. Chaque institution utilise ses propres outils. En ce qui concerne ceux qui, en Europe, pourraient influencer Vladimir Zelensky, il en a été question aujourd'hui. Sans doute peuvent l'influencer ceux qui viennent le voir avec des serviettes et des petites cuillères à sucre. La vraie question, que veulent-ils? La paix et la sécurité sur le continent européen, ou une confrontation sans fin, qui est lourde de conséquences parfaitement prévisibles, étant donné que le régime de Kiev bombarde des centrales nucléaires, que les armes se répandent de façon incontrôlée, qu'il n'existe aucun appareil d'État fonctionnel, ni loi, ni ordre à l'intérieur de l'Ukraine. Chacun l'influence à sa manière. Certains lui donnent des armes, d'autres de l'argent, d'autres encore blanchissent cet argent à travers lui, et ainsi de suite.